OK, je vois que les gens se connectent de plus en plus dans l'ordre du jour. Il y a quelques questions qui se sont ajoutées. Encore une fois, on peut peut-être commencer par les questions, puisqu'il y en a plusieurs qui viennent pour justement démystifier certains éléments de programme. Alors, on peut commencer par là, puis si on a du temps, on fera un retour sur ce que j'avais ajouté. Mais avant de commencer, j'aimerais faire un petit retour sur la dernière rencontre et faire deux annonces. Donc, la première retour que je veux faire, c'est concernant les questions administratives qui avaient été posées lors de la dernière rencontre. Il y a plusieurs questions qui avaient été posées concernant le classement des élèves. Un élève qui arrive avec un ancien programme, un secondaire 5 ou un secondaire 4 terminé d'un ancien programme et qui vient à l'éducation des adultes. Et pour ces différentes questions-là, Pauline Lalancette a ajouté des réponses qui sont en bleu dans le document, dont le lien est dans le clavardage. Donc, s'il y en a qui veulent prendre le temps d'aller lire questions et réponses, vous pourrez le faire via le document partagé. Ensuite de ça, il y avait un autre élément. Conseillère pédagogique a suggéré de partager dans le document nos références, c'est-à-dire nos coordonnées, donc notre adresse courriel ou numéro de téléphone de la communauté. Donc, je vais créer un document pour si les gens veulent déposer leurs coordonnées. L'intérêt de ça est très judicieux, c'est qu'il y en a plusieurs des fois qui interviennent pendant la rencontre et qui disent des idées, voire même des expérimentations qu'ils ont fait dans leur propre région. Et là, ça suscite de l'intérêt pour d'autres. Et on aimerait ça peut-être rentrer en contact avec les gens pour en savoir davantage à l'extérieur de la rencontre VIA, donc de la communauté. Donc, je vais créer un document, je vais vous envoyer un courriel cette semaine. Donc, vous serez amené à compléter le document. Comme ça, s'il y a des interventions puis qu'on reconnaît votre nom, ben, on pourra se communiquer les uns avec les autres pour pouvoir en savoir davantage. Donc, ça, c'était les deux petites annonces. Est-ce qu'il y en a qui veulent revenir sur les échanges du 15 novembre, donc sur les questions administratives ou autres points, avant qu'on débute? Tout est beau, excellent. Alors, on va commencer la rencontre. Dans l'ordre du jour d'aujourd'hui, on a quelques questions. Donc, dans le Varia, on a 3 questions. On va aller les regarder rapidement. Donc, la première question est en lien avec le programme. Est-ce que résoudre un système formé d'une inéquation du premier degré et à 2 variables et d'une inéquation du second degré à 2 variables est au programme du 41-71? Donc, en faisant une petite recherche dans le programme, on constate à la page 325 qu'il y a un savoir qui s'appelle résolution d'équations et d'inéquations du premier degré à une ou deux variables et du deuxième degré à une variable. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais je crois que la réponse c'est oui. C'est au programme du 41-71. Oui, Pauline. Bonjour tout le monde. J'ai eu beaucoup de questions là-dessus parce que ça fait partie des épreuves qui sont présentement dans le réseau en 41-71 et formellement, il n'est pas écrit nulle part qu'on doit résoudre des inéquations du deuxième degré à 2 variables dans un système d'équations et d'inéquations naturellement. Alors, mais ceci étant dit, entre vous et moi,
qu'on demande une équation qui soit du premier ou du deuxième degré, quand on exige que l'élève soit capable de tracer une courbe, c'est-à-dire, pardon, une parabole ou une droite, ou qu'il soit capable de tracer un demi-plan qui soit issu de chaque côté de l'intérieur ou à l'extérieur de la parabole. Et puis qu'on demande de résoudre ce système d'équations-là, qu'on n'ait pas à résoudre une équation du deuxième degré à deux variables, ça n'a pas vraiment d'incidence. Ce n'est pas quelque chose de plus qu'on va exiger à l'adulte, parce que, dans le fond, il sait déjà tout faire ça. Maintenant, pour être sûr d'être bien respecté, qu'est-ce qui était écrit dans le programme, et puis je suis allée vérifier aussi qu'est-ce qui se passait au secteur jeune, parce que je pense que on a observé ces choses-là quand on compare le programme du secteur jeune avec le programme adulte. Moi, personnellement, je l'aurais laissé, un peu comme disait Martin, c'est un savoir qui n'exige pas beaucoup. En fait, qui n'exige rien de plus que ce qu'on a enseigné présentement, mais au niveau des épreuves, ça sera dorénavant plus demandé, c'est-à-dire que j'ai dû faire des épreuves temporaires là, qui sont présentement en train d'être validées, qui sont finies de mon côté, mais qu'éventuellement, je ne peux pas vous dire quand. Ça va être la haute direction ici qui va décider le moment, mais qui vont être distribués au réseau là, pour remplacer les épreuves du 41-71 existants. Alors, tout ce que j'ai fait quand j'ai modifié ces épreuves-là, c'est que j'ai remplacé, lorsqu'on avait une inéquation du second degré à deux variables, j'ai remplacé par une équation. Mais vous irez voir les solutions, c'est pas plus exigeant pour un adulte de répondre à cette question, à répondre à une inéquation du second degré à deux variables que dans un système d'équation d'une équation que de répondre à une équation du second degré à deux variables quand dans le même système, on a une équation avec une droite, par exemple. Donc, c'est ça, je ne peux pas vous dire exactement à quel moment ça va être distribué, mais ça va être modifié. Les épreuves ont déjà été modifiées et vont être transmises au réseau, dans le fond, dès qu'au niveau administratif, ça va être réglé. Est-ce que j'ai bien répondu à... Je pense parce que c'est ça, le problème venait vraiment des épreuves, là, où on demandait une équation du second degré à deux variables. Alors, je termine là-dessus. À toi, Martin. Excuse-moi, Pauline, si tu me permets, est-ce que la confusion ne vient pas de la formulation? Parce qu'en mathématiques, lorsqu'on fait référence au degré, on fait référence premièrement à la variable x. Quand on dit résolution d'équation, d'une équation du premier degré à une ou deux variables, ça veut dire que les deux variables x et y sont à exposant 1. Et du deuxième degré à une variable, ça veut dire qu'il y a une des deux variables, x ou y, qui est au carré. Mais un système d'équations possède toujours x et y. Oui, oui. Écoute, là, je n'ai pas le programme sous les yeux. Il faudrait que je regarde, là, mais ce qui est stipulé... Résolution d'équation et d'inéquation du premier degré à une ou deux variables. Donc, les deux variables x et y sont du premier degré. Et du deuxième degré à une variable. Donc, il y a une des deux variables qui est soit x ou y au carré, mais il y en a une qui est au carré et l'autre pas. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il y a juste une variable dans l'équation, donc c'est genre x au carré plus petit que 4. Là. En tout cas, je vais vous laisser démêler ça, mais ça me paraît clair. Là. Ça serait genre système d'équation qui serait x plus y plus petit que 4 et y plus grand que 2x2 moins 4x plus 6. Vas-y, Marc-Claude. Ben pour moi, quand je lis résolution d'une équation
deuxième degré à une variable, je lis plutôt qu'il y a une variable au carré, mais qu'il n'y a pas deux variables dans l'inéquation. Donc, par exemple, x2 est plus grand que 9. Non, Tandis que... mathématiquement, OK. Parce que dans... mathématiquement, c'est pas ça que ça veut dire. OK. Parce que, alors, plus loin dans le programme, quand on parle d'un système, on mentionne résolution de système composé d'une équation du premier degré et d'une équation du deuxième degré à deux variables. On spécifie aussi le deux variables est là, comparativement à l'inéquation où on dit une variable. Donc, moi, je voyais deux choses distinctes, là. Ah, ok, je vois là. Ok, je n'étais pas dans le système. Je vois manipulation d'expression algébrique. Parce que normalement, quand on fait référence au degré, parce que tu vois-tu, une équation du second degré à deux variables, ça pourrait être une conique. Ça pourrait être genre un cercle ou autre. Mais là, ici, on fait référence passage. Ça va. Système. Résolution d'un système composé d'une équation du premier degré et d'une équation du second degré à deux variables. Bon, c'est des drôles de terminologie. J'ai comme l'impression qu'il y a comme une nuance entre les deux. La résolution d'équations et d'une équation se font algébriquement. Ah, ok, je vois la progression. C'est comme il y a une progression. Dans la première partie, les manipulations d'expressions algébriques, on parle vraiment de résolution d'équations. Fait que là, on est vraiment sur la droite, tandis que dans la partie système, on va un peu plus loin. Là, on est dans la résolution de système à 1 degré. Donc, un système, une droite, finalement, une droite puis une parabole. C'est ce que je comprends. Oui, Je t'entends pas. c'est ce que je comprends aussi pour le système. C'est vraiment une droite et une parabole, mais c'est des systèmes d'équations. Donc, il n'y a pas d'inéquation. Tandis que dans la partie Ouais. manipulation d'expression algébrique, là, il est question d'inéquation, mais on parle d'une variable lorsqu'il est question du deuxième degré. Donc, c'est là que je vois x2 plus grand que 9 et non une Ouais, je vois, mais c'est pas. Ouais, j'avoue que c'est une petite nuance. Parce que dans ce cas-ci, au lieu que la fonction soit bornée juste d'un côté, elle serait bornée soit dans un intervalle fermé ou dans un intervalle ouvert de l'extérieur, tout dépendant là, du signe par rapport au zéro. Mais je sais pas, c'est une drôle de subtilité. Résolution d'équation du premier degré et du deuxième degré à une variable. Ouais, c'est qu'il y aurait comme un X ou un Y qui serait borné. Mais c'est un peu étrange. Du deuxième degré à une variable, je vois pas l'intérêt. Je me demande si c'est. En tout cas, il faudrait comparer avec le programme du secteur jeune, là, comme Pauline disait, puis regarder, mais je pense que ce que Pauline disait, c'est tout à fait vrai. Là. C'est pas. Il n'y a pas une grande nuance. De toute façon, deuxième degré à une variable, c'est un peu. C'est un peu absurde. Là. On peut toujours ramener ça à 1 degré, là, mais bref, c'est un peu étrange. OK, on va aller voir la prochaine question qui était question en lien avec le programme. Description. La représentation de fonctions réelles. Description et représentation de fonctions réelles. Extrait du programme à la page 127. J'aimerais connaître ce que description signifie ici. Est-ce que, Pauline, tu veux prendre la parole? Sinon, je peux déjà commencer. En fait, quand on parle de description, on parle de la propriété des fonctions. Hein, c'est comme une première partie. C'est une première partie dans la progression des savoirs. C'est d'être capable d'emmener les élèves à décrire le comportement d'une fonction. Donc, est-ce que la fonction, l'allure graphique, hein, parce qu'on parle beaucoup de représentation graphique quand on parle de description. Donc, est-ce que la fonction est croissante, décroissante? Est-ce qu'elle possède des zéros? Est-ce qu'elle est positive, négative? Donc, la description, c'est plus en lien avec les caractéristiques, les propriétés finalement des différentes fonctions. Quand on pense au cours 41-51, on a quand même l'équation de la fonction du second degré, mais qui passe par l'origine, donc la forme y égale ax2. On a aussi la fonction escalier.
Donc, ce sont des fonctions, puis il y a aussi la fonction exponentielle simple. Donc, c'est un verbe finalement, on peut dire un peu bas de Bloom, là, hein? Donc, on est plus dans la description, la compréhension des caractéristiques d'une fonction. Est-ce qu'il y en a qui veulent ajouter des choses? Oui, Marie-Claude. Oui, en fait, ben, mes questions, j'ai posé beaucoup de questions avec le programme parce qu'on se rend compte que nos manuels d'apprentissage sont pas tout à fait complets là, versus le programme. Alors là, on se ramenait au programme pour mieux comprendre, évidemment. Mais alors, à ce moment-là, c'est où dans le programme qu'on peut parler que l'élève doit apprendre à calculer la règle, par exemple? Parce que est-ce qu'il doit connaître la règle, exemple, de la fonction exponentielle, la règle de la fonction périodique, la règle de la fonction en escalier? Est-ce que ce sont des choses du programme Math 41-51? Si oui, ben je ne savais pas où le trouver nécessairement. C'est pour ça que description, je me demandais si ça avait un lien avec trouver la règle. En fait, du moment. Ah, ben vas-y, Pauline. Mais du moment qu'on parle de procédé intégrateur, lorsqu'on parle d'interpolation ou extrapolation à partir d'un modèle algébrique ou graphique, donc ça le dit quand même assez clairement, parce que l'extrapolation ou l'interpolation ou l'extrapolation à partir d'un modèle algébrique, ben, ça requiert la mise en œuvre de la règle de la fonction pour être capable d'extrapoler ou interpoler une donnée. Mais Louise, excuse-moi, Pauline va ajouter là-dessus. Bien, tout simplement, ce que je voulais dire, Marie-Claude, pas pour Marie-Claude et pour les autres, là, effectivement, là, tous les cours là, de la troisième, de la quatrième puis de la cinquième secondaire qui portent sur modélisation algébrique et graphique, dans le fond, les fondements de ces cours-là, -là, c'est d'habiliter l'adulte à être capable de passer d'un registre de représentation à l'autre, puis de pouvoir être à l'aise dans sa compréhension des différentes façons de présenter des modèles, puis être capable justement d'interpréter ces modèles-là pour aller les appliquer dans une situation réelle, puis de voir qu'est-ce que ça peut avoir comme impact. Donc, c'est fondamental. Je suis contente que tu aies posé la question, Marie-Claude, parce que c'est pas nécessairement présent dans les guides actuellement, cette facilité à passer d'un registre de représentation à un autre, puis d'être capable de jouer, puis de manipuler, puis tout ça, mais c'est essentiel si on veut que nos adultes soient compétents dans ces cours-là. Donc, je ne sais pas si j'ai été suffisamment claire, mais honnêtement, là, ce qui est difficile avec, je dirais, le nouveau programme, puis je suis contente ce matin qu'on parle de programme, puis qu'on raffine un peu notre compréhension de certains éléments du programme, c'est que nos programmes, c'est plus un programme par objectif, donc il est plus dans le général, il nous présente des choses qui sont plus générales et avec la progression des apprentissages qu'on va recevoir, ça va être plus clair, ça va nous aider un peu à mieux saisir jusqu'où sont la portée de... tout ça pour dire que c'est ça, un programme par compétence, ça reste assez général, mais avec la progression des apprentissages, ça vient plus délimité jusqu'où on va. Puis je suis d'accord avec toi, Marie-Claude, les guides présentement, là, c'est pas leur force. Leur force, ça va être de faire pratiquer un algorithme plusieurs fois pour que l'adulte soit à l'aise à mettre en place cet algorithme-là, mais à jouer avec les différents registres de représentation, à jouer, à transposer dans une mise en situation pour déterminer c'est quoi le modèle qui est le mieux ajusté. Ça, on ne retrouve pas ça encore dans les guides. Peut-être que dans une deuxième version, d'ici quelques, je ne sais pas mois ou années, on va avoir un peu plus de ça. Mais présentement, les guides, ils sont plus ou moins, ils présentent plus ou moins ça. Et puis, dans l'épreuve, elle, c'est ce qu'on va demander à l'adulte. C'est-à-dire, on te présente une situation problème, et toi, il faut que tu sois habile avec toutes les fonctions que tu as vues, que ce soit en mode graphique, en mode algébrique, ou même si c'était écrit là, de façon littérale en français, pour que tu sois capable de décrire les propriétés de chacune de ça pour que quand je te présente une situation problème,
tu es capable de me dire quel modèle va être le plus ajusté. Et non seulement ça, mais le troisième PICO là, sur les procédés intégrateurs pour le cours de 4151 qui s'appelle Généralisation d'un ensemble de situations à l'aide de modèles algébriques. Ça, c'est honnêtement là, un procédé intégrateur que moi, personnellement, je trouve assez relevé. Parce que là, il faut... mais on travaille beaucoup les épreuves. Je vous avais dit qu'on était, cette année, là, on travaille beaucoup les épreuves pour essayer de les uniformiser. Et on va retrouver de plus en plus dans les épreuves là, un procédé intégrateur qui va demander une généralisation. C'est-à-dire qu'on va donner des modèles sous forme algébrique, sous forme graphique ou littérale, puis on va présenter dans différents registres, en fait, puis on va demander à l'adulte de nous sortir quelque chose par rapport à tout ça. Donc, d'interpréter tout ça, puis à partir de relever qu'est-ce qui pourrait arriver, là, si par exemple, si on demande une extrapolation. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que je ne veux pas rentrer dans comment est-ce qu'on construit les épreuves, mais c'est certain que chaque épreuve être construit le plus possible en respectant les procédés intégrateurs du cours. Donc, juste pour finir là-dessus, les procédés intégrateurs du cours, comme le disait Martin, c'est le cœur même des cours. Donc, c'est là que tu vas retrouver jusqu'où il faut aller avec les notions mathématiques qui sont dans les tableaux de savoir. Si tu te fies juste au tableau de savoir, il va te manquer des bouts. Il va te manquer des gros bouts parce que, dans le fond, les procédés intégrateurs vont dire jusqu'où aller. Puis, si tu remarqueras, les procédés intégrateurs, ils se retrouvent aussi dans les attentes de fin de cours. Donc, on ne peut plus juste passer au travail des savoirs. Comme avant, on passait au travail des objectifs et dire « mon élève est prêt ». Non, il faut aller voir les procédés intégrateurs, il faut aller voir les attentes de fin de cours, puis aussi, il faut aller voir, dans le but du cours, là, à la fin, là, il y a toujours un paragraphe qui s'appelle « au terme de ce cours ». Et puis, tu vas retrouver les procédés intégrateurs là aussi. Donc, j'arrête là. OK. Donc, je crois qu'on a répondu à plusieurs questions. On démystifie de plus en plus certains éléments. Mais la dernière intervention de Marie-Claude m'amène sur un autre sujet qui, moi, m'interpelle de plus en plus. Comme Marie-Claude disait, nous, on utilise du matériel, puis on se rend compte que de plus en plus, le matériel didactique ou pédagogique qu'on utilise n'est pas nécessairement en étroite corrélation avec le programme. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Ça vient d'une petite nuance qu'il y a entre les deux programmes. Je crois, je vais m'avancer, mais selon moi, ça vient de là. Je connais bien le programme du secteur jeune. J'ai travaillé sur les épreuves au début des années 2003 jusqu'en 2006. Et je sais qu'au secteur jeune, on a 3 compétences vraiment distinctes. On a une première compétence qu'on appelle résoudre une situation problème. Et résoudre une situation problème, au secteur adulte, c'est principalement le but du cours, hein? C'est l'activité même des mathématiques. Donc, on n'a pas retenu la définition de cette compétence-là. Et quand on discutait avec les rédacteurs de programmes au secteur jeune, on nous disait finalement que c'était là où l'élève travaille davantage la résolution de problèmes à l'aide de stratégies. Mais on ne voyait pas la part stratégique dans la définition. Donc, comme nous, comme les jeunes de la FGA ont travaillé à l'écriture par la suite, on a décidé d'être plus clair à ce niveau-là, puis de dire, bon, ben la compétence 1, ça devrait être utiliser des stratégies. La 2 et la 3 sont principalement comme au secteur jeune. Donc, qu'est-ce que ça a pour effet? Ça a pour effet que pour être capable d'observer un développement stratégique, on a 2 critères qui nous permettent de juger de ce développement-là, qui sont le critère 1.1 et le critère 1.2. Le critère 1.1 qui est sur la représentation, donc c'est une manifestation orale ou par écrite de la compréhension du problème. Donc, l'élève a bien ciblé quel était le concept clé de la résolution. Et ce concept clé-là est tout le temps en lien avec un procédé intégrateur. Donc, par exemple, on demande à un élève, donc voici le nombre de drones de sécurité utilisés depuis les 10 dernières années dans une espèce de table de valeur, et on demande à l'élève, bon ben,
dans 10 ans, quel sera ce nombre-là? Combien y aura-t-il de drones de sécurité en service? Donc, l'élève est à la recherche d'une extrapolation. Donc, le concept clé, c'est l'extrapolation. Donc, dans le critère 1.1, on devrait voir que l'élève est en train de chercher une extrapolation. Ensuite de ça, le critère 1.2 est en lien avec des stratégies de résolution de problèmes. Donc, quelle stratégie l'élève cherche? Donc, si on se ramène au critère 1.1, on est à la recherche d'une extrapolation. Donc, l'extrapolation, elle nous amène à chercher une règle algébrique. Donc, le critère 1.2 devrait mesurer comment l'élève s'y prend pour chercher cette règle algébrique-là. Donc, il peut utiliser une table de valeurs. Dans cette table de valeurs, il peut utiliser les doubles variations, la division des ordonnées, le comportement ou l'allure des fonctions dans une représentation graphique. Bref, il y a plusieurs stratégies qui peuvent être mises en œuvre pour être capable de le trouver. Mais ce qui fait en sorte que c'est là qu'à mon avis, apparaît cette nuance entre les manuels du secteur jeune et les manuels ou le programme, parce qu'il n'y a pas vraiment de manuel encore proprement dit secteur adulte, mais elle est là la nuance. Alors là, ce qui arrive, c'est que souvent, comme au secteur jeune, on évalue principalement la compétence 2, on est plus dans la mise en œuvre des concepts et des processus. Donc, on est tout le temps à l'intérieur de la mise en œuvre des savoirs purs et durs. Donc, tout l'aspect de résolution de tâches complexes est un peu laissé pour compte. On en retrouve ce qui est fait au secteur jeune, encore là, d'un point de vue des tâches complexes, c'est qu'on va davantage travailler sur la mise en œuvre de plusieurs savoirs réunis ensemble. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une tâche qui a circulé beaucoup ces dernières années où on demande aux élèves de 4e secondaire au secteur jeune de faire une espèce de logo pour un camp de jour. Et le logo doit avoir une courbe de coucher de soleil qui est la forme d'une parabole, des plages ou des îles qui ont la forme de triangle rectangle. Donc, on a tout amalgamé des savoirs dans un calcul plutôt complexe. Au secteur adulte, on a opté plutôt pour un traitement qu'on appelle intégré, c'est-à-dire on n'a pas une tâche, au secteur jeune, ils disent des CD1, là, une tâche de compétence 1, où on a justement une espèce d'amalgame de savoir. On a plutôt opté pour une tâche intégrée. Donc, c'est une tâche complexe dans laquelle l'élève va utiliser à la fois des stratégies, il va utiliser ses savoirs et il va avoir une communication claire. Donc, dans 3 tâches, on essaie de mesurer les 3 compétences de front. Et ça, pour l'instant, c'est un peu la difficulté que je rencontre entre ce qui est fait au secteur jeune, qui est pratiquement le même programme, mais la façon dont on aborde le programme ou le type de résolution de problème est un petit peu différent. Ce sont de petites nuances, mais ces nuances peuvent avoir des incidences importantes. Et une des incidences qu'on rencontre de ce temps-ci, c'est que les élèves qui ont commencé dans le renouveau avec le matériel adapté du secteur jeune, quand ils arrivent aux examens, ont de la difficulté à résoudre les tâches complexes qui se retrouvent dans les examens. On en a parlé lors de la dernière rencontre. Et suite à ma rencontre, j'ai rencontré un des organisateurs de la rencontre nationale et j'ai fait une demande. Je l'ai fait clairement. Je ne sais pas si ça va pouvoir se faire, mais ce n'était pas exclu que ça soit réalisé aussi. Là. Je vais vous tenir au courant probablement par un courriel avant la rencontre nationale qui va avoir lieu là, à la fin janvier. Ce que j'ai demandé, c'est si c'était possible de m'accorder une petite demi-heure à la fin de la première journée, donc le jeudi, où je pourrais annoncer, travailler avec des gens dans un local pour faire l'annonce à mettre en place un catalogue de situations complexes, donc de tâches complexes, pour aider davantage les élèves à performer aux examens et à bien préparer. En tout cas, on verra, mais j'ai fait la demande. On va se croiser les doigts pour que j'ai un endroit où on pourra discuter. Et ceux qui seront intéressés à travailler ensemble, à collaborer à la mise en œuvre de ce catalogue-là, ça serait intéressant. Ça nous permettrait d'avoir plusieurs tâches complexes. J'imagine à peu près
une vingtaine de tâches complexes par cours pour être capable, nous, comme intervenants qui accompagnent souvent les enseignants ou même les enseignants, conseillers pédagogiques, de pouvoir accompagner les élèves davantage avec des tâches complexes qui sont plus dans un esprit de traitement intégré que d'amalgame de savoir essentiel. Bref, c'est l'annonce. Comme je dis, je ne promets rien. Moi, j'ai simplement fait une demande auprès du comité organisateur de la RN qui va avoir lieu, je pense, c'est le 24-25 ou 25-26 janvier. J'espère qu'on va pouvoir tous vous voir en grand nombre. Dans mes réflexions, j'ai voulu vous montrer un exemple ce matin. Je vais vous montrer rapidement. S'il y en a qui sont intéressés, je pourrais peut-être déposer, sur le site les exemples. Ah oui, Pauline. On va laisser la question à Pauline avant. Vas-y, Pauline. Je voulais juste répondre rapidement à un commentaire qui a été déposé sur le document Communauté mathématique FDD. On écrit, je pense que c'est Mme Savard qui l'écrit, est-ce que les examens de 41-51 et 41-61 sont conformes et faisables? Des collègues me disent que ce n'est pas le cas. Je ne sais pas. Je sais que c'est le ministère qui est responsable. Ben oui, les épreuves de 4e secondaire sont des épreuves ministérielles, donc dictées. Donc, effectivement, c'est le ministère qui les produit. Est-ce qu'elles sont conformes et faisables? Tout à fait. Ça, c'est ma réponse. Maintenant, c'est certain qu'il y a des coquilles, il y a des petites choses qui sont à modifier. C'est pour ça que, justement, cette année, on travaille d'arrache-pied pour les uniformiser davantage. Je vous dirais, il y a vraiment ça, c'est moins évident qu'ils sont uniformes, toutes les versions qui ont été déposées l'an passé, mais puis aussi, comme je vous disais, bon, des coquilles, des fois la tâche qui est proposée est une tâche excellente, mais elle n'est pas tout à fait en lien avec les procédés intégrateurs. Tout ça pour vous dire que oui, c'est des épreuves qui sont conformes et faisables. En fait, tout est dans la façon dont on les aborde. Puis c'est certain que c'est pas toujours évident quand on n'a pas été présent lors des formations, par exemple dans le projet d'accompagnement en maths, ou si, par exemple, on n'a pas travaillé sur des corrections collectives en équipe matière dans les sens, ça fait que ça devient un peu plus de s'y mettre personnellement seul comme enseignant là, dans un nouveau curriculum qui est somme toute assez exigeant. Martin vous en parlait. On a une façon de faire aux adultes qui est légèrement différente de celle du secteur jeune. Par contre, on n'a pas des examens de fin d'année, on a des examens là, à la fin de chaque cours. Donc ça nous donne un peu plus comment je dirais, de latitude, là, puis ça fait que c'est peut-être un peu moins lourd à passer. Mais tout ça pour dire que j'ai régulièrement des contacts avec différents enseignants, conseillers pédagogiques à travers la province. Puis oui, les examens sont faisables. Oui, il y a des élèves qui les réussissent, même certains très bien, même en SM. Il s'agit dans le fond tout est dans une question d'accompagnement. Puis c'est normal qu'en première année d'implantation, comme enseignants, on ne se sente pas encore tout à fait à l'aise à bien accompagner l'adulte dans les examens. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, laissez-vous le temps, dans le fond. Nous, de notre côté, on travaille fort pour uniformiser les épreuves, puis les rendre le plus performants, puis, comment je dirais, les plus adéquats possibles. Mais de votre côté, c'est certain qu'il y a une question d'appropriation. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour avoir vécu l'implantation de la FBD en 2010 dans ma commission scolaire, j'avais des enseignants qui essayaient de comprendre comment se présentait la FBD, puis j'en avais d'autres qui étaient moins, je vous dirais, qui étaient moins convaincus du programme de FBD. Et pour être bien, FVC, pardon, et pour être bien honnête avec vous, là, si je pouvais, sans avoir de nom, là, je pouvais dire quelle classe avait tel résultat, puis quelle classe avait tel autre résultat, parce qu'il y avait des enseignants qui étaient plus proactifs, puis il y avait des enseignants qui l'étaient pas. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est donnez-vous le temps.
Dans le fond, c'est sûr que cette année, puis l'an prochain encore, ça va être exigeant. Puis peut-être que vous allez trouver encore que c'est pas si évident que ça, que les examens sont conformes et faisables. Mais moi, je vous le dis, j'ai des enseignants et des conseillers pédagogiques qui me disent régulièrement que les épreuves se font bien. Il faut se donner le temps, tout simplement. Donc, c'était juste pour répondre à ça. C'est tout. Merci beaucoup. Je vous ai créé un petit exemple justement pour illustrer cette différence entre le développement de la compétence 2 au secteur jeune versus le développement intégré des 3 compétences au secteur adulte. J'ai pris un petit problème ici que l'on retrouve qu'on a retrouvé dans un examen du 4e secondaire au secteur jeune il y a quelques années. Bon, les formulations sont un peu bizarres là, pour chaque quart de dollar, donc parce que c'était formulé comme ça, mais je le reprendrai en mettant pour chaque tranche de 0,25 $, on s'entend bien. Donc, voyez-vous ici, on a estimé à 14 000 personnes que, on a estimé que 14 000 personnes assistent à un match de basketball lorsque le prix d'entrée est de 7 $. Pour chaque quart de dollar ajouté à ce prix, le public diminue de 280 spectateurs. Quel prix d'entrée doit-on fixer pour maximiser la recette? Nous, on est des mathématiciens, on est des enseignants, on est des CP en mathématiques où on travaille avec des enseignants qui connaissent bien ça. On a un peu l'idée, on voit qu'il y a le prix qui augmente, le nombre de spectateurs qui diminue, ce qui fait qu'on a 2 variables qui, combinées ensemble, vont donner une espèce de parabole dont le sommet étant à un certain niveau, qui devrait être le maximum. Comme le concept clé dans ce problème-là, c'est la construction de la fonction quadratique et on exige de l'élève qu'il aille chercher le sommet de cette parabole-là, on donne une note. Quand X quarts de dollars sont ajoutés au prix d'entrée, le prix est composé de la formule suivante. Donc, voyez-vous, ce qu'on fait finalement, c'est qu'on piste l'élève pour s'assurer qu'au moins il va construire sa parabole et qu'il va être capable de jouer avec. Parce que notre intention est de mesurer la mobilisation du savoir et comment l'élève va jouer avec le processus issu du savoir. Secteur adulte, c'est pas ça qu'on veut. On veut aller chercher quelque chose de plus global. Donc, on veut voir si l'élève est capable d'aller chercher la note qu'on a en bas de page. Donc, la note qu'on a là, ici, là, je ne sais pas si je peux prendre le petit crayon. Donc, cette note-là, ici, qu'on a, ben, nous, on aimerait la voir émerger dans un examen. On ne veut pas le donner à l'élève. On veut que l'élève l'amène. Donc, il y a un petit texte de Mélanie Tremblay qui résume bien ce qu'on s'attend de ce type de problème-là, des problèmes complexes qu'on retrouve dans les examens. Donc, on dit que les problèmes complexes sont ceux pour lesquels l'adulte doit gérer une bonne part d'incertitude relativement au traitement mathématique à appliquer. Dans un même problème, l'augmentation du nombre de sous-tâches dont l'identification et la réalisation sont nécessaires pour résoudre le problème, contribue à augmenter son incertitude. C'est sûr que plus le problème est ouvert, plus il y a de solutions possibles, plus on injecte des variables différentes dans un problème, bien, plus le problème devient complexe. En mathématiques, l'incertitude augmente, entre autres, lorsque l'adulte doit coordonner différents registres de représentation, encore une fois. Donc, si on donne des exposés, des énoncés littérales, puis on demande de faire une règle algébrique, bien, l'élève va peut-être passer par une table de valeurs, un graphique. Donc, il va passer d'un registre de représentation à l'autre pour arriver à ses fins. Mais aussi, lorsque différents concepts et processus sont nécessaires à la résolution de problèmes. Encore une fois, plus il y a des savoirs et processus à mobiliser, bien, plus le degré de complexité augmente, lesquels sont explicitement identifiés dans l'énoncé du problème, mais ont préalablement été l'objet d'enseignement. Donc, en examen, on ne s'attend pas à ce que l'élève ait eu des surprises. Il a vu ces éléments-là. Mais encore une fois, je fais un parallèle avec les cours. Donc, si les manuels ne nous amènent pas nos élèves là, bien, c'est sûr que oui, on peut voir un certain niveau d'échec ou certaines différences. Donc, problème versus tâche complexe, si on résume, degré d'ouverture, nombre de sous-tâches,
nombre de ressources mobilisées et nombre de changements de registre de représentation. Je me suis permis d'ajouter ressources au lieu de savoir et processus. Je vous explique pourquoi. Parce que, encore là, en enseignement, souvent, l'élève va pas seulement utiliser ses concepts et processus, mais il va utiliser, c'est un peu bête à dire, mais le dictionnaire. Parce que cet élève-là, souvent, puisqu'on veut rendre les tâches les plus conformes ou les plus authentiques par rapport au réel, bien souvent, on utilise un vocabulaire un peu plus sophistiqué, touché ou autre, qui fait en sorte que l'élève va avoir besoin de démystifier certains éléments de compréhension de la tâche avant même de se lancer. C'est sûr qu'en examen, on essaie de simplifier tout ça, mais dans des examens, dans des tâches d'apprentissage, c'est intéressant d'augmenter le niveau linguistique pour emmener l'élève à développer son vocabulaire tournant autour de certains sujets. Hein. Je pense, par exemple, au mot triangulation en algèbre, pas en algèbre, mais en géométrie, en trigonométrie. Je pense que c'est intéressant d'emmener l'élève à aller un petit peu plus loin en apprentissage. Donc, on va poursuivre. Donc, si je prends le problème puis que je le transforme en tâche complexe à partir du problème qu'on avait, on a l'exemple suivant. Donc, le Centre d'excellence sport Rousseau accueille depuis 2011 le club de hockey junior majeur, l'Armada de Blainville. Donc, on a un contexte là, clair qui est là. Le hockey junior majeur est de plus en plus populaire et les administrateurs du centre désirent augmenter le nombre de sièges en vue de répondre davantage à la demande. Ils désirent faire passer la capacité de l'aréna de 3200 à 3400 spectateurs. De plus, en vue de maximiser les profits, ils désirent réajuster le coût moyen d'un billet. Donc, voyez-vous, il y a beaucoup plus d'informations que dans le premier problème. Par contre, l'augmentation du coût a pour effet de diminuer le nombre de spectateurs. En effet, on a observé que lorsque le coût moyen d'un billet était de 23,75 $, pour chaque augmentation de 1,75 $ du coût du billet, le nombre moyen de spectateurs diminuait. Donc, on donne la règle, on donne l'observable, on donne finalement les données qui sont issues d'observations d'administrateurs. Et on pose la question, bien, quel effet sur les revenus aura l'arrivée de ces 150 sièges? Voyez-vous que le problème est beaucoup plus complexe dans cette formulation-là que dans la formulation de tantôt. Et c'est là qui est le clash. C'est que ça, c'est le type de problème qu'un élève pourrait rencontrer dans un examen de 4e secondaire en algèbre. Donc, dans ce cas-ci, ça serait un problème de 41-71, hein, puisqu'on voit l'équation de la parabole sous la forme générale. Autre aspect, et là, je fais référence à la petite minute tic que je vous parle quand je fais des interventions pour la communauté. Ici, je l'ai fait simplement avec Excel, mais l'élève pourrait très bien le faire papier-crayon. Il n'y a pas... Il n'y a pas besoin d'Excel pour résoudre ce problème-là. Ce qu'on peut voir, c'est que donc plus le nombre de spectateurs diminue, le nombre moyen de billets augmente, et ensuite de ça, on voit que le total des ventes, il augmente et ensuite descend pour atteindre une valeur optimale à 36 $. Ici, ce qui est important, c'est de voir que l'élève a utilisé des stratégies. Quand on pose ce type de situation-problème-là, ce type de tâche complexe-là, on force l'élève à utiliser des stratégies. C'est très, très difficile de partir de l'énoncé textuel et d'arriver à la construction de l'équation algébrique qui me donne cette parabole-là. En plus de ça, comme on joue avec les chiffres, donc on fait passer le nombre de sièges de temps à temps, bien, il y a deux évaluations à faire, il y a deux comportements à faire, puis on voit que pour le même prix, pour 36 $, bien, l'augmentation va être de 92 000 comparativement à 86 000. Donc, il y a une différence de 6 000 $. C'est donc le type de problème qu'on aimerait que l'élève soit capable de résoudre à la fin de son cours. Contrairement au type de problème qu'on avait auparavant ou le type de problème qu'on utilise pour mesurer la compétence 2 au secteur jeune. Donc, je pense avec cet exemple-là,
avoir illustré vraiment la différence qu'il y a entre le niveau exigé au secondaire et le niveau exigé en FGA. C'est pas plus complexe, pas plus compliqué, c'est totalement différent. Ce qui a motivé ça, à mon avis, au départ, c'était que le développement de compétences dans les réflexions que les gens ont eues lors de la conception du programme, c'est qu'effectivement, c'est un traitement intégré. Je me rappelle, à l'époque, on travaillait avec un chercheur qui disait piloter un avion, c'est d'être capable de décoller, mais c'est aussi être capable d'atterrir. Hein. Il y a pas, on ne peut pas dire, ah, il possède la compétence à décoller, mais atterrir, non, ça, il ne l'a pas. Mais on le laisse piloter. Bonne chance. C'est un traitement intégré de ces trois compétences-là qui sont mis en œuvre pour résoudre les tâches complexes. Alors, j'espère que l'exemple vous a illustré un petit peu plus la nuance. Et comme Marc-Claude le mentionnait, je pense que dans les manuels scolaires qu'on a présentement, on n'a pas ce type de problème-là. Et c'est là qu'on a un petit problème. Mais comme on l'a identifié rapidement, j'espère qu'on va pouvoir mettre en place une équipe et collaborer ensemble pour, entre guillemets, patcher les trous pour outiller nos élèves davantage avec de bons outils pédagogiques. Ah, il y a une belle question ici qui est posée d'Emmanuel Couture. Si on la lit, donc, étant donné cette différence, pouvons-nous aider nos élèves avec des CD1 du secteur des jeunes? Je crois que oui. Je crois que oui, mais encore là, il faut faire attention. Je crois que oui, dans une certaine mesure, comme je disais tantôt, au niveau des savoirs, si on prend des tâches de CD1, donc qu'on retrouve soit sur BIM, secteur jeune, ou soit dans vos commissions scolaires, je pense que ça ne peut pas nuire, ça peut aider. Sauf que je vous rappelle qu'une des différences majeures, c'est dans la formulation de la question. Hein, souvent, dans les tâches complexes, on va se poser la question, mais pourquoi on ferait ces calculs-là? Mais on fait ces calculs-là pour calculer l'effet sur les revenus. Donc, il y a comme une prise de décision qui est faite dans ces tâches-là, qui n'est pas nécessairement faite au secteur jeune. Mais comme je dis, si c'est en connaissance de cause, que l'élève est au courant de ces nuances-là et qu'on les fait ressortir, je pense que c'est louable d'utiliser du matériel qui a été produit au secteur jeune pour outiller nos élèves. C'est clair. Oui, Gilles, je te laisse la parole. Salut Martin. Je voulais juste renchérir. Je pense que ton idée on en a déjà parlé, là, mais ton idée de faire une espèce de banque de situations problèmes, c'est ce qu'il faut faire, je pense. Là. Puis même, on pourrait essayer de construire des parcours, des situations qui sont de moins complexes à plus complexes pour justement travailler les stratégies avec les élèves. Fait que moi, je voulais juste te dire qu'on est ça à coche, je pense, si on s'en va vers ça. Je suis pour ça. Je voulais juste te le mentionner. Je trouve que c'est une très bonne idée. Ben, merci beaucoup, Gilles. Ben, en fait, j'espère que tu vas être un fidèle collaborateur dans ce projet-là, comme d'habitude. Oui, ben, on va espérer. Comme je te dis, ça a été, j'en ai parlé à des gens qui étaient sur le comité organisateur. Et souvent, je suis en contact avec vous tous, mais dans des situations différentes. Alors, on discute au téléphone, par Internet et tout. Puis je vois que dans différentes régions, il y a différents projets qui émergent. Alors, si on peut rassembler ces éléments-là, puis avoir vraiment un bon catalogue, puis dans ce catalogue-là, je vais commencer à écrire qu'est-ce qu'on devrait y retrouver. Je vais le partager avec vous, donc si vous voulez le bonifier, et lorsqu'on se rencontrera, on pourra voir jusqu'où on peut aller dans la création de ces tâches complexes-là. Marie-Claude, pas Marie-Claude, Hélène, voir note dans le document communauté. OK, ben, je pense qu'il y a beaucoup de choses, Hélène, dans ce que tu viens d'écrire. Il nous reste quelques minutes avant la fin de la communauté. Je pense que ça vaudrait la peine de se pencher un peu plus sur ça. Puis comme Pauline a aussi en main ça, qu'est-ce que tu en penses si on prenait le temps d'analyser tes commentaires pour pouvoir te réécrire? Je vais juste consulter notre calendrier.
Notre prochaine rencontre est en janvier. OK, c'est un peu long. Donc, si tu me permets, Hélène, on peut peut-être analyser ça puis faire envoyer une réponse à tous. Qu'en penses-tu? Ah, il y a Marie-Claude qui parle du 6e point, n'a pas été répondu. Peux-tu me remettre au courant? OK, ben, merci Hélène. On va prendre le temps d'analyser ton commentaire, puis on va envoyer une réponse à tous. Merci beaucoup. Marie-Claude, peux-tu me revenir? OK, tu le mets là. Le lien, question en lien avec le programme. Non, ça, on y avait répondu, il me semble. En fait, il y avait comme 2 questions. La première, on y a répondu oui. L'autre, c'était est-ce que résoudre un système d'équation du 2e degré à 2 variables dans le programme? Ben là, si on revient, Encore une fois, tantôt, tu disais que à la page. c'est un système d'inéquation. Tout à l'heure, c'était des inéquations. Puis on a dit que finalement, c'était pas écrit comme tel dans le programme. Là. Oui. C'est plus 2 équations du 2e degré à 2 variables. J'ai pas vu dans le programme où ça serait écrit, mais il y a des évaluations en maths 41-71 qui ont ce genre de questions-là. Donc, c'est sûr que l'élève ne l'avait pas pratiqué. OK. Mais à la page 327 du programme, sous la rubrique système, on a résolution de système composé d'une équation du 1er degré et d'une équation du 2e degré à 2 variables. Donc, est-ce que ça répond, me semble, à ce que tu demandes? On va les voir. Ben, ce que je vois là-dedans, c'est une droite avec une parabole, tandis que lorsqu'il y a 2 paraboles. Ah non, 2 paraboles. Ah non, 2 paraboles. Non, ça m'étonne. Non, ça m'étonnerait beaucoup. Puis ça, tu dis parce qu'il y a une des... Ben, c'est bon. Je vais envoyer un commentaire. Oui, on l'a vu dans une façon de résoudre une tâche complexe. C'est peut-être 2 paraboles comparées à un autre système. En tout cas, bref, je ne connais pas tous les examens par cœur, mais oui, Pauline, je te laisse la parole. Oui, on va modifier cette question-là aussi le plus rapidement possible. Oui, pas cette question-là, mais cette tâche-là. Alors, c'est sûr que chez nous, on a adapté la façon de le corriger. C'est sûr que si l'élève ne l'avait pas vu, en fait, il était bloqué dans sa tâche. Donc là, c'est là que nous, dans des situations où vraiment il ne l'a pas vu, on a ajusté la correction. Mais j'essaie de comprendre en quoi c'est plus... bon, l'élève ne l'a pas vu dans son livre, ça je suis d'accord. Il y a des fortes chances que ça n'a pas été traité dans son livre. Mais s'il est capable de faire la résolution d'un système d'une équation à 1 degré et d'une équation à 2 degrés et 2 variables, donc il est déjà capable de traiter une parabole, hein, dans un système d'équations, qu'il y en ait une deuxième, en quoi c'est plus difficile. Il ne l'a pas vu, ça, je suis bien consciente de ça, mais on ne pourrait pas penser que, bien que, comme je vous dis, je vais corriger cette épreuve-là, on pourrait penser que ça reste dans l'incertitude, comme on en parlait quand on parlait de tâches complexes. Là. Ce serait bien, en tout cas, que ça soit vu en apprentissage. Peut-être pas en évaluation en fin de sanction, parce que ce n'est pas au programme comme tel, mais ce serait bien que ce soit en apprentissage, parce que ce n'est pas vraiment plus difficile. Mais je vais faire ça dès aujourd'hui, cette notification-là. Merci de m'en avoir informé. Moi, je ne l'avais pas vu. Bon, bien, ceci termine notre communauté. Encore une fois, beaucoup de plaisir et beaucoup de questions. Je pense qu'on va arriver à avoir un meilleur soutien auprès du personnel et auprès de nos élèves. C'est vraiment intéressant. Alors, n'hésitez pas à envoyer vos questions.